Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui décrypte les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, qui décrypte également les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur cette actualité qui a un mois à présent. Il y a un mois, Coinbase entrait dans le S&P 500. Quel message pour les CGP ou pour les stratégies d'investissement en France? C'est la question que nous poserons à Laurent Anvion, directeur innovation et directeur du développement de DLPK, mais aussi vice-président de l'ADAN. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur le mécanisme du viager. Quelle tendance en matière de viager en 2025? Une question que nous avons posée il y a quelques jours à Stanley Naon, directeur associé chez René Coste, mais aussi à Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Ce sera donc la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans la dernière partie, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur les produits structurés. Est-ce bientôt la fin des produits structurés à capital garanti? C'est une question que nous poserons à Maxime Gohin, directeur associé chez Capital Management France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Il y a un mois à peu près, Coinbase entrait dans le S&P 500. Quel message cela doit-il envoyer aux professionnels de l'investissement en France? C'est la question que nous abordons dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Anvion. Bonjour Laurent Anvion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur innovation et directeur du développement chez DLPK. Vous êtes également vice-président de l'ADAN. Alors, ça fait effectivement un mois que Coinbase est entré dans le S&P 500. On le rappelle, un Coinbase, plateforme d'échange de crypto, qui entre dans le club des 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. C'est une victoire pour l'écosystème quelque part. Ça veut dire que maintenant, effectivement, on a quelque part des lettres de noblesse financière pour la plateforme. La question qu'on a envie de se poser, c'est qu'est-ce que ça envoie comme message vis-à-vis d'une profession française de conseiller en gestion de patrimoine dont certains pouvaient être un peu frileux, voire même encore aujourd'hui sur l'investissement en crypto-monnaie. Est-ce que ça doit changer la manière d'approcher le sujet, Laurent Anvion? Alors, ça valide beaucoup de choses. Parler de victoire, je ne sais pas, mais en tout cas, symboliquement, c'est effectivement très important parce que après les fameux ETF américains, après les réserves stratégiques des États-Unis, après les entrées en bourse, parce qu'on parle de Coinbase, mais il y a eu d'autres entrées en bourse assez remarquables. Effectivement, on a un acteur de la crypto qui pèse en bourse de manière assez considérable. Et on sait que la bourse américaine, elle s'appuie quand même sur des fondamentaux qui sont plus facilement lisibles et compréhensibles pour des acteurs de la gestion de patrimoine. Des fondamentaux actuels et des prévisions futures aussi. Exactement. C'est là où effectivement c'est intéressant de regarder, regarder le cas Coinbase. C'est là où c'est très intéressant. Alors, beaucoup font le parallèle avec l'introduction de Google début des années 2000, où tout le monde disait que c'était, que la valorisation était délirante, que ça n'irait pas plus haut, que c'était une catastrophe, etc., etc. J'ai regardé, le cours a fait x200 depuis, x160 depuis pour Google. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, les analystes ne regardaient pas Google de la bonne manière. Ils le regardaient comme un média un peu ancien, avec des coûts de production, des coûts de travaux qui étaient très importants. Or, Google, c'était complètement différent. Coinbase, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, vous avez dit que c'est effectivement, certes, à l'origine un exchange qui permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est aussi toute une suite logicielle à destination de professionnels, notamment des grandes institutions financières. On sait que BlackRock utilise Coinbase pour la plupart des custodies de ces ETF, notamment sur Bitcoin. Coinbase, ce sont aussi des wallets qui sont mis à disposition, c'est de la protection, c'est de la marque blanche, ce sont énormément de services autour des actifs numériques. Et nous, chez DLPK et particulièrement chez Norcia, ce qu'on explique au CGP depuis pratiquement 5 ans maintenant, c'est qu'il y a plusieurs façons d'appréhender le sujet de la crypto. Certes, vous avez Bitcoin et les autres crypto-actifs sur lesquels vous pouvez faire un investissement en direct. Mais on a le discours aussi que c'est l'émergence d'un nouveau secteur d'activité. Et Coinbase est le fer de lance de ce nouveau secteur d'activité. Donc ce que vous dites, c'est vous pouvez aussi proposer ou investir sur le secteur via en fait des sociétés cotées sur les marchés traditionnels comme des exchanges type Coinbase. Exactement. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans Coinbase, dans Circle,
Dans MicroStrategy, qui est une approche un petit peu différente avec ce qu'on appelle les Bitcoin Treasury Company, on en a une en France qui s'appelle le Blockchain Group également, qui a des performances boursières qui sont assez remarquables depuis le début de l'année, puisque là encore, on est sur des multiples de x15 ou x20. Et puis, vous avez tout un tas d'OPCVM sectoriels chez Tobam, chez BNY, chez Melanion, chez Financière d'Arbevel, qui sont référencés dans nos contrats d'assurance vie et nos PER, et qui permettent de s'exposer. Alors, c'est de l'exposition, certes, très indirecte, mais en tout cas de bénéficier de l'essor et de la montée en puissance d'un nouveau secteur d'activité. Le fait que Coinbase soit dans le S&P 500, S&P 500 c'est quand même l'indice de référence quand on veut prendre le pouls de l'économie, enfin des marchés financiers américains et donc quelque part aussi de la réaction des marchés au contexte économique. On est plus dans l'ordre du symbole ou ça montre quand même que les crypto-monnaies deviennent un secteur qui prenne de plus en plus de place selon vous aujourd'hui aux États-Unis. On parle des États-Unis, l'Europe c'est peut-être un autre sujet. Alors le symbole il est intéressant parce que ça marque une étape. Mais je ne voudrais pas qu'on utilise la notion de symbole en disant c'est quelque chose d'un petit peu isolé. Voilà, symboliquement, ça aura lieu une fois et puis c'est terminé. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le début d'une formidable croissance sur ces acteurs des actifs numériques au sens large. Et derrière Coinbase, vous avez Circle qui a fait Circle qui est émetteur de stablecoin qui a fait son introduction en bourse il y a pas longtemps. Et j'ai déjà cité quelques acteurs. Et vous avez énormément d'investissements aujourd'hui dans le private equity qui se font sur les activités de la blockchain et on sait que notamment aux États-Unis et en Asie, les acteurs du private equity visent l'entrée en bourse à un horizon 2, 3, 5 ans et donc on va avoir dans les 3 à 5 années qui viennent des performances et des choses assez intéressantes à suivre pour les CGP effectivement. Parce que c'est une question qu'on peut se poser quand on est conseiller en gestion de patrimoine. Alors effectivement, il y a différentes façons d'investir en direct. Sur des crypto-monnaies, alors vous l'avez dit, on n'a pas forcément besoin d'un CGP pour ça d'ailleurs, mais après quand on veut aller sur des ETF ou sur des sociétés cotées, est-ce qu'on a une profondeur d'investissement suffisamment large aujourd'hui pour faire sa sélection ou en fait on reste sur les 3 mêmes ETF et 4 mêmes valeurs boursières? On a une profondeur intéressante. Nous, chez Norcia Invest, on référence, alors évidemment vous avez accès à l'ensemble des marchés financiers mondiaux, donc que ce soit aux États-Unis, en Asie et en Europe évidemment. Et sur les ETF, alors on sait que les ETF américains ne sont pas accessibles en Europe, mais vous avez des acteurs comme CoinShare, iShare, 20 Shares qui proposent des produits quasiment équivalents. Oui, c'est ça, il y a quand même des solutions pour ce... Aujourd'hui, si vous êtes concentré sur l'assurance vie, le PER et le compte titre, voire le PEA sur certains actifs, vous avez la possibilité d'investir de manière directe sur les ETP ou les ETN et indirecte sur soit les actions, soit les OPCVM sectoriels. Et alors, du coup, je reviens sur ma question, est-ce qu'il y a une profondeur d'investissement suffisamment large ou est-ce qu'on reste sur les 3-4 grandes valeurs qu'on a citées ou il y en a d'autres aussi Les OPCVM que je cite, c'est le principe d'une OPCVM, c'est-à-dire qu'une OPCVM dans laquelle il n'y aurait que 3 actions ne serait pas très validée. Donc il y a effectivement des dizaines, voire des centaines de supports et d'actions et de cibles qui peuvent être identifiés par les CGP ou par les gérants des fonds, parce qu'on sait que les CGP font aussi beaucoup appel à des gérants de fonds au PCVM, parce qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance et cette maîtrise précise d'un secteur d'activité. Alors Laurent Ovion, ça n'est pas un secret, vous êtes convaincu plutôt par les sujets crypto et Bitcoin, vous êtes vice-président de la DAN. Est-ce que vous constatez avec les années que les CGP avec qui vous échangez eux aussi commencent à faire le pas progressivement vers la compréhension de Bitcoin comme un actif comme un autre d'investissement ou ça reste un actif de diversification, voire un actif qu'on regarde avec un peu de méfiance aujourd'hui? Alors, c'est un peu des trois. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt progressif, très progressif. C'est-à-dire que ça, petit à petit, on sent de plus en plus de CGP qui s'intéressent au sujet, mais ça reste de l'intérêt. Beaucoup ont compris que c'était... de la diversification, c'est-à-dire que si on fait un petit peu, si on regarde dans le rétroviseur, en tout cas les allocations avec Bitcoin ou sans Bitcoin, avec Bitcoin sont beaucoup plus performantes que sans sur un horizon 3-5 ans encore une fois. Donc certains se disent c'est pas idiot d'en mettre quelques pourcents et d'autres continuent de regarder ça avec un petit peu de défiance à cause de la volatilité notamment. Or, on peut considérer, quand on est en gestion de patrimoine, la volatilité à un horizon
justement patrimonial, c'est-à-dire peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans, on va pouvoir écraser cette volatilité avec un peu de patience. Mais je comprends aussi qu'un CGP qui fait investir son client sur Bitcoin à 110 et qui se retrouve 3 semaines après à 88 ait un petit peu de mal à tenir la position et à donner ses explications à son client. Mais ça viendra, ça viendra. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes directeur innovation et directeur du développement chez BLPK, mais aussi vice-président de l'ADAN. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Est-ce bientôt la fin des produits structurés à capital garanti? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Maxime Gohin. Bonjour Maxime Gohin. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Alors les produits structurés à capital garanti, on en parle depuis plusieurs années en lien avec la hausse des taux. Est-ce qu'on va bientôt voir, Maxime Gohin, la fin des produits structurés à capital garanti qui s'était accompagné d'une sorte d'engouement un petit peu pour les produits structurés parce qu'il y avait justement ce capital garanti? Exactement, c'est vrai que les produits structurés qui ont réémergé depuis maintenant presque 3 ans avec la hausse des taux ont permis une explosion du volume des produits structurés. On est passé d'environ 20 milliards d'euros de produits structurés collectés sur le marché français il y a 3-4 ans à près de 60 milliards aujourd'hui. Ah oui, donc x3 quand même sur exactement, quelques années. Donc ça a créé un véritable engouement. C'est vrai qu'on avait des produits protecteurs qui permettaient d'avoir des rendements entre 6 et 7%, donc des produits très simples, très défensifs pour les investisseurs, avec des rendements quand même particulièrement élevés. Mais c'est vrai que depuis maintenant environ 1 an, les taux ont commencé à baisser. Bien sûr. La tendance devrait s'accentuer puisque l'inflation a fortement diminué, les États sont fortement endettés, l'économie ne va pas très bien, on est quasiment en récession en Europe aujourd'hui. Donc on peut considérer que la baisse des taux va continuer, et avec cela donc potentiellement une baisse des rendements sur les produits structurés à capital garanti. Parce qu'on rappelle que si les produits structurés à capital garanti proposaient justement un capital garanti, c'était en lien avec la partie obligataire des produits structurés qui elle-même était du coup indexée sur les taux d'État, tout simplement. C'est exactement ça. Donc ouais. effectivement, plus les taux sont élevés, plus le rendement sur une obligation va être élevé. Si les taux diminuent, le rendement va également diminuer. On pourrait se retrouver avec des produits qui permettraient de toucher simplement des gains entre 3, 4, 5%. Donc forcément, ça sera beaucoup moins intéressant pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'avec le contexte géopolitique et économique qui est de plus en plus tendu, Bien sûr. on le voit notamment avec la guerre au Moyen-Orient, c'est vrai que d'avoir des solutions qui permettent aujourd'hui d'investir pour les investisseurs avec des rendements entre 4, 5, 6, 7% sans prendre de risques sur les marchés actions, c'est une véritable opportunité. Donc nous, on conseille d'y aller à fond avant que ça puisse potentiellement s'arrêter d'ici peut-être la fin d'année ou début d'année prochaine. C'était la question que j'allais vous poser. Selon vous, il reste quoi? Il reste encore 6 mois à peu près assurés pour des produits structurés à capital garanti. Alors, si tant est qu'on n'ait pas de nouvelles surprises, effectivement, parce qu'on en a assez régulièrement, mais dans le contexte, effectivement, que l'on a à l'heure actuelle, quand on suit les réunions de la BCE, notamment en Europe, vous pensez qu'il reste encore 6 mois de produits structurés à capital garanti et après, c'est moins certain, c'est ça? Oui, la Banque centrale annonce des baisses de taux encore jusqu'à l'année prochaine, une baisse de taux qui pourrait être de l'ordre de 1% encore sur 1 an. Donc avec cela, on pourrait avoir forcément une baisse des rendements sur ce type de produits. Donc à moins qu'il y ait un regain d'inflation, on devrait avoir normalement une baisse forte des taux et donc on n'a pas de boule de cristal évidemment, mais Ouais, c'est vrai qu'on pourrait considérer que d'ici 1 an, les produits structurés à capital garanti seraient beaucoup moins présents sur le marché. Et ça a été le cas par le passé. Moi, quand j'ai commencé dans cette industrie il y a près de 15 ans, il n'y avait pas du tout de produits à capital garanti. C'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu récemment, mais voilà, pendant une dizaine d'années, il n'y avait quasiment pas de produits à capital garanti. Il fallait avoir des produits qui avaient des risques actions pour utiliser les produits structurés sur le marché. Pour bien comprendre le fonctionnement des produits structurés, Maxime Gohin, que les baisses de taux ou hausses de taux de la BCE, qu'ils aient un impact directement sur les produits structurés à capital garanti, ça tout le monde le comprend. Les éléments géopolitiques, quel impact ça a sur un produit structuré? C'est quoi? C'est une question de certitude, d'incertitude finalement, de contexte économique un peu plus global? Non, mais c'est surtout que quand le contexte géopolitique est inquiétant, incertain, c'est avec d'avoir des solutions qui permettent d'avoir du rendement sans forcément prendre de position sur les marchés, c'est forcément rassurant. C'est vrai qu'aujourd'hui, aller sur les marchés actions, prendre des risques sur les marchés actions, c'est peut-être plus compliqué pour des investisseurs particuliers. Le contexte est incertain, on ne sait pas dans quel sens ça va aller, si la guerre continue, si ça s'étend, si le conflit s'étend. C'est vrai qu'est-ce que c'est opportun d'aller sur les marchés actions aujourd'hui? La question se pose, alors que d'utiliser un produit structuré où il n'y a pas de risque
que si par exemple le CAC 40 dévisse fortement ou que le S&P 500 dévisse fortement, c'est vrai que c'est potentiellement rassurant. Ça permet d'avoir un investissement qui est rémunérateur pour l'investisseur sans prendre de risque action. Donc dans un contexte incertain, voilà, surtout notamment au niveau géopolitique, c'est une véritable opportunité, c'est une arme. Merci beaucoup Maxime Gohin de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.